Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas à Castex de Vision Automobile. Bonjour Thomas. Bonjour Romain, bonjour. Écoute, bienvenue à toi. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Des plaisirs à plusieurs titres en fait. Déjà parce que chez France Autotech, on a une valeur commune qui est l'entrepreneuriat. On est extrêmement vraiment les entrepreneurs qui effectivement prennent des risques, qui mettent en péril beaucoup de choses, pas uniquement des avoirs financiers, mais également du temps, de l'énergie, qui qui font beaucoup de sacrifices. Et donc voilà, donc tu es un entrepreneur et en plus tu es un entrepreneur qu'on adore parce que tu lances effectivement une hypercar. Pour les amoureux de l'automobile, ça devrait beaucoup leur parler aujourd'hui. Ce que tu fais est assez exceptionnel vraiment, je suis assez persuadé que c'est vraiment partie publique qui pensent qu'ils ne savent pas que c'est impossible et donc ils le font quand même, quoi. Et ils le font. Voilà. Ceux qui croient que c'est impossible, ils sont pas découragés, ils sont en train de le faire, quoi. Donc c'est vraiment super. Et donc si je devais résumer, voilà, Vision Automobile, c'est effectivement tu es un fabricant d'hypercars avec une technologie innovante dont tu vas nous parler et qui effectivement a pour vocation un petit peu de changer cette mobilité tout en gardant de la passion, en gardant du plaisir de conduire et tout en gardant ces aspects-là. Et donc à tous ces titres-là, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Tu vas pouvoir nous expliquer cette forme de folie maîtrisée que tu as mis en place pour créer Vision. Voilà, donc quelle est la genèse de Vision? Comment tu as pu constituer une équipe et comment tu as pu créer ça? Et la sempiternelle question qu'on pose toujours, c'est quel est le problème que tu résous? Mais je sais que finalement, avec ce projet fou, tu résous beaucoup de problèmes différents. Alors, pour répondre à la première question, je dirais que comment j'ai créé Vision Automobile Paris. Alors, je l'ai créé avec déjà, on l'a créé à deux initialement, qui était Florian Gravouille, qui est mon associé toujours aujourd'hui, qui lui vient du secteur de l'automobile. On l'a créé dans le but, on n'arrivait pas à voir quelque chose dans le monde de l'auto et particulièrement de prestige, quelque chose qui ressemble au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quelque chose qui véhicule des valeurs qui nous correspondent, qui nous ressemblent. Déjà, il n'y avait plus de fabricants d'hypercars, de supercars en France. Ça, pour moi, c'est un problème parce que je considère que la France, c'est la terre de toutes les innovations dans le monde de l'automobile. Toutes les plus grandes innovations, j'ai envie de dire, dans le monde de l'automobile sont françaises. Et moi, c'est impensable qu'en France, on reste les bras croisés à se dire qu'on ne peut pas rêver, on ne peut pas faire de choses extraordinaires. C'est parti de ce postulat-là. Ensuite, on s'est dit, si on fait ça, on doit être authentique. Et si on est authentique, on doit regarder, une fois de plus, ce qui nous tient à cœur, c'est la transition écologique, c'est le 100% Made in France, c'est faire travailler des artisans de qualité, des gens qui ont des compétences extraordinaires, tout en toujours en ayant toujours à l'esprit d'avoir l'impact environnemental le plus bas possible. Donc la question qu'on résout à travers Vision Automobile Paris, le problème que l'on résout, c'est le rêve, montrer aux gens qu'en France, déjà d'une, on peut rêver, on peut faire des choses extraordinaires, qu'on peut les réaliser, qu'il suffit de travailler. Alors, j'ai envie de dire, il ne suffit que de travailler beaucoup. L'autre problème qu'on résout, c'est remontrer que l'automobile, c'est de l'innovation. Et que l'innovation et la passion, ça va ensemble. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'innovation. Si tu n'es pas suffisamment passionné, tu n'es pas suffisamment fou. Et si tu n'es pas suffisamment fou, tu n'innoveras pas, tu ne créeras pas, il n'y aura pas de passion, il n'y aura rien. Donc il faut pouvoir amener tous ces éléments, et c'est ce qui fait que je pense, ça répond aussi à la question, c'est comment on regroupe toutes ces personnes. C'est par la passion, c'est par l'envie de marquer son temps, l'envie de laisser quelque chose aux gens, parce que j'espère que Vision, ça sera aussi à la postérité, voilà, tout simplement, et qu'on aura fait avancer le monde de la mobilité grâce à ce formidable projet. Ok, bah écoute, tout ce que tu viens d'évoquer là, effectivement, me parle beaucoup. C'est en fait extrêmement important.
d'avoir effectivement cette notion de rêve, de passion, de volonté d'entreprendre. Et dans un process d'innovation, en tout cas, tous ceux qui effectivement ont jusque-là créé des choses qui ont changé notre vie aujourd'hui, sont passés par une étape de folie, d'ambition, un petit peu peut-être démesurée, peut-être irréaliste, peut-être utopique. Mais effectivement, ça passe par là. Ça passe par là. Tout est après dans la maîtrise et dans le calcul du risque, le calcul des investissements, des engagements et dans la capacité à ce que ça se réalise. Mais finalement, c'est là où effectivement je trouve que je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. On est ravi de t'avoir aujourd'hui parce que ce côté un peu surpassé, dérangé, changer les codes, bousculer les choses et continuer à rêver. Effectivement, est une passion française. Et si je fais référence au Concorde, au TGV, à toutes ces choses qu'on a créées dans les années 40, 50, 60, aujourd'hui, on en a encore, on bénéficie encore de cet héritage-là. Et qu'est-ce qu'on a créé depuis ? Finalement, pas assez de choses à mon goût. Voilà. Cette notion de recherche, cette notion de passion, vraiment, je suis ravi que tu puisses effectivement l'exprimer aujourd'hui. Déjà parce que ça touche l'automobile, mais surtout parce que l'automobile est très décrié aujourd'hui et que finalement, c'est comme ce débat sur l'aérien. On veut empêcher les enfants de rêver, de voler, et c'est ce qu'on n'arrivera jamais à faire. Alors que finalement, il suffirait d'arriver à trouver des modes de propulsion propres, des avions propres, que ce soit l'hydrogène, l'électrique ou n'importe quelle autre solution, pour finalement continuer à ce que les pays et les continents soient reliés entre eux, plutôt qu'on arrête effectivement de relier les peuples entre eux parce qu'on n'a pas trouvé la bonne techno. Donc la solution passe par l'innovation, passe par une certaine forme de folie maîtrisée, mais de folie quand même, et d'ambition. Et il faut parfois effectivement passer par des chemins qui sont des chemins que personne d'autre n'a emprunté jusque-là. Donc voilà, merci en tout cas à toi pour ça. Et en tout cas, nous, on est vraiment à fond derrière toi. Merci. Ok, alors écoute, d'un point de vue après business, entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous dire voilà, comment est-ce que tu es organisé au quotidien, comment tu fais avec tes équipes, comment est-ce que tu arrives à concilier tous ces impératifs qui sont des impératifs qui peuvent paraître inconciliables? Il y a beaucoup d'impératifs dans la vie d'un entrepreneur. Comment fait-on pour concilier ? Moi, en plus, j'ai deux vies professionnelles. J'ai une première vie professionnelle qui était là d'où je viens, l'artisanat, travailler avec mes mains, et aujourd'hui, Vision Automobile Paris. Comment fait-on pour concilier les deux ? J'aurais qu'un mot. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage. Et toujours rappeler qu'au final, toujours se rappeler et toujours rappeler aux autres que ce que l'on fait, peu importe ce que l'on fait et peu importe l'issue de ce projet, sera une victoire. À partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as intégré ce mindset, je pense que tu arrives à faire tout ce que tu as besoin de faire. Alors, il faudrait que les journées soient un petit peu plus longues quand même. Mais après, c'est toujours être régulier, s'astreindre à donner ce qu'il faut donner chaque jour. Moi, je ne suis pas le meilleur exemple. Je suis très désorganisé et heureusement que j'ai une équipe formidable autour de moi qui arrive à aussi bien gérer. Chacun s'occupe de choses et ensuite on avance. Quelle est cette équipe ? Est-ce que tu peux nous parler de cette équipe justement quelles sont les compétences que tu as su effectivement agréger à tes côtés ? On a toutes les compétences aujourd'hui. On est une équipe à peu près une petite vingtaine de personnes. Donc il y a des designers auto via Martin Châtelier, qui est mon troisième associé chez Vision Automobile Paris, qui a réalisé un travail extraordinaire sur la partie du design. Ensuite, il y a Florian Florian Gravouille, mon deuxième associé, qui lui est issu du secteur technique automobile. Il fait du prototypage, développage de faisceaux et de systèmes multimédia. Il y a des personnes qui sont purement dans le business marketing, qui ont travaillé pour de grandes maisons, Thomas Dufour en l'occurrence, qui lui s'organise pour développer tout un plan marketing et business viable.
On a des directeurs financiers qui agissent chaque jour dans une direction financière qui agit chaque jour dans le projet afin de faire en sorte que cette folie que tu évoquais, elle soit aussi réalisable et qu'elle puisse être génératrice par la suite d'argent. Il y a des modeleurs numériques, il y a des modeleurs argile, il y a des aérodynamiciens, des ingénieurs structurels, motoristes. Ensuite, on a noué des partenariats avec l'Institut français du pétrole. On a des partenaires qui nous aident énormément parce que nos seules petites compétences dans nos 15 profils présents, 15-20 profils présents dans Vision ne suffiraient pas. Donc ensuite, c'est aussi une entente avec tous nos partenaires afin d'avancer. Écoute, c'est très intéressant, mais 20 personnes, c'est déjà une belle boîte. Effectivement, en plus, des compétences assez variées, donc assez pointues en plus, j'imagine. Alors, on dit que c'est en visant la Lune qu'on atterrit dans les étoiles. Est-ce que aussi tu peux trouver, en complément de ce business-là, finalement, réussir à ce que les technologies, les solutions que tu trouves, que tu développes, et les problématiques que tu résous peuvent être des problématiques partagées par d'autres constructeurs et qu'en parallèle de ce business-là, tu peux aussi être amené à vendre des technos de façon isolée à des constructeurs ou peut-être même en dehors de l'automobile? Ah oui, oui, complètement. Complètement. Vision Automobile Paris, c'est l'expression d'un rêve automobile, selon nous, pour les autres. Mais Vision Automobile Paris, c'est aussi un laboratoire de recherche. J'ai toujours dit, nous sommes des explorateurs des terres inconnues. Nous irons où les autres ne sont pas allés. Nous chercherons ceux qui refusent de chercher, nous chercherons. Et oui, nous vendrons nos technologies, que ce soit aux géants de l'industrie automobile, mais aussi notre technologie aujourd'hui est en train de montrer qu'elle a d'énormes capacités, que ce soit pour l'aérien, le nautique, le ferroviaire, tout. Nous pouvons aujourd'hui, nous avons la certitude de pouvoir avoir un impact au niveau mondial, plus que des fois certaines personnes nous réduisent à une simple hypercar. Vision Automobile Paris, c'est une vision de l'automobile, mais c'est une vision de la mobilité aussi pour demain. D'accord. Ouais. Et donc, d'un point de vue interne, du coup, comment tu t'organises? Est-ce que tu fonctionnes par stream? Est-ce que tu as des équipes dédiées, justement, peut-être en matière de bizdev sur ces éventualités de partenariats comme ça, un petit peu parallèles à ton business? Non, tout le monde est, entre guillemets, sur chaque secteur. Ça nous fait énormément de travail. On n'a pas la capacité aujourd'hui d'avoir une personne dédiée à un secteur, mais c'est ce qui aussi fait la passion de ce projet, c'est que quand tu penses que tu es rentré que dans l'automobile, et ben en fait tu te rends compte que tu vas parler à beaucoup de gens beaucoup plus large que l'automobile. Non, on touche tous à tout, entre guillemets. Guidé à chaque fois par une personne référente. Et moi, j'ai pas honte de le dire, je suis président fondateur de Vision Automobile Paris et j'écoute avec grande attention ce que chaque spécialiste de chaque secteur peut avoir à me dire et à m'apprendre. Ouais, c'est la polyvalence dont un entrepreneur doit faire preuve. Ah oui, et l'humilité. L'humilité, c'est savoir dire je ne sais pas, j'écoute. Par contre, après, je prends une décision. Si la décision est mauvaise, c'est de ma faute. Exactement. C'est exactement, effectivement, cette notion d'humilité, elle est très importante. On le voit beaucoup dans l'approche scientifique des choses. Et d'ailleurs, parfois, souvent, sur certains aspects, ça rend service finalement, notamment quand on consulte le client, quand on écoute le client ou quand on écoute les spécialistes. Alors après, il faut aussi pondérer ce que le spécialiste dit. Et on le voit dans la crise Covid actuelle, le spécialiste a un regard très pointu sur un domaine. Et nous, on se doit d'avoir un regard qui ensuite est capable d'envelopper la totalité et ensuite d'en faire quelque chose un bien commun. Et d'effectuer les arbitrages, effectivement. Exactement. Alors, est-ce que tu as également en tête, éventuellement, comme cette stratégie à trois marches, un peu comme Elon Musk a eu, avec au départ, au lancement, un roadster, un petit peu l'hypercar que tu es en train de développer, pour ensuite avoir un modèle plus généraliste, mais assez élevé en prix, et un troisième modèle qu'il a appelé le modèle 3, qui vise effectivement à populariser sa marque. Ces trois steps
sont des stratégies qu'on retrouve dans certaines industries et qui s'appliquent bien à l'automobile. Est-ce que tu as ça en tête par la suite, par exemple? Non. Je dirais que la première step d'Elon Musk, et Elon Musk est une personne forcément inspirante quand on est dans le monde de l'automobile et qu'on entreprend. Mais non, je ne me vois pas devenir un Tesla, entre guillemets, du biométhane, par exemple. Je me vois davantage comme Rimac, par exemple. Rimac, oui, qui a compris que ce n'était peut-être pas sa capacité de devenir une fabrique, une super production de voitures électriques, mais par le savoir-faire qu'il a établi, il vend aujourd'hui aux plus grands constructeurs automobiles mondiaux la technologie de moteurs électriques ultra performants, de batteries performantes et de solutions innovantes pour la mobilité électrique. Ça, c'est vraiment clairement plus la stratégie de Vision Automobile Paris. On fait ce qu'on sait faire, des objets extraordinaires qui nous servent de laboratoire et de montrer au monde que cela marche. Et ensuite, naturellement, les grands constructeurs mondiaux s'intéresseront à notre solution. Ah, c'est très intéressant, fait qu'on se parallèle avec Rimac, qui bosse effectivement avec des constructeurs aujourd'hui et qui les aide. Exactement, aujourd'hui, Rimac, c'est la garantie du succès électrique du groupe Volkswagen. Du groupe Hyundai aussi, ils ont signé des contrats à plusieurs milliards de dollars avec tous ces constructeurs-là, parce qu'eux ont une véritable expertise. Eux savent véritablement faire à la même échelle, et dans le moteur thermique, on peut prendre Christian von Koenigsegg de chez Koenigsegg, qui aujourd'hui a réimplanté des technologies qui semblaient un petit peu inconnues d'ailleurs pour les trois quarts, avec dans des spécificités sur ces moteurs qui aujourd'hui sont utilisés, et Koenigsegg le dit, 70% de mes revenus viennent de la vente de ces brevets et d'utilisation de ces brevets par l'industrie automobile. Nous, c'est plus comme ça que l'on se voit. Oui, je comprends tout à fait. Et ça me paraît très logique. Alors, comment, de ton point de vue, justement, vu un petit peu de ton côté, tu vois un peu l'évolution du secteur auto, mais alors peut-être pas du secteur auto, parce que, et non pas de la mobilité d'un point de vue général, parce que toi, tu es vraiment très segmenté, positionné sur cette niche-là, mais finalement, je suis sûr que ton regard de notamment l'évolution des hypercars ou des supercars, qui encore une fois sont un cran en dessous des hypercars. Les supercars, c'est les Ferrari, etc. Comment est-ce que tu vois cette évolution? Comment tu vois ce que les différents types de motorisation vont se marier? On voit que Ferrari tarde à basculer dans l'électrique. On voit que Porsche a basculé, que Audi dans la foulée également a basculé, que tous les généralistes ou les constructeurs haut de gamme s'y mettent. Donc comment tu vois un peu les choses évoluer de ce côté-là? C'est dur, hein. C'est très dur. C'est très dur l'innovation aujourd'hui dans la mobilité, et particulièrement dans l'automobile. Et je veux prendre hypercar, supercar, mais même les voitures d'aujourd'hui. L'évolution est dure. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus. On a besoin de plus de solutions. L'automobile, enfin, j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Et quand on y va, c'est clairement un changement qui est subi par l'industrie. Alors, je pense que quelque part c'est positif parce que ça a forcé cette industrie à se renouveler, à se réinventer, à se réécrire. Mais je trouve que l'innovation est compliquée. C'est subi, mais en même temps, sur l'électrique, on se rend compte que l'agrément de conduite, le couple, la puissance, n'a rien à envier au moteur thermique. Donc finalement, Tesla arrive à concurrencer des véhicules et certaines hypercars avec des véhicules qu'on voit qui sont à 2,5 secondes de 0 à 100, et ils ont même annoncé un 1,1 seconde avec le Tesla Roadster, avec le pack SpaceX d'ailleurs sur le Roadster Tesla. Donc on arrive quand même quasiment aux limites de ce que le corps humain peut encaisser là. Donc cet agrément de conduite, cette souplesse, ce couple qu'on a dès les plus bas régimes avec un moteur électrique, quand même, ça peut aussi permettre de fluidifier et d'aider, de faire que l'agrément de conduite soit aussi bon sur une supercar ou une hypercar.
l'agrément de conduite peut être aussi bon sur une supercar et une hypercar avec de l'électrique. Moi, il y a une question qui m'interroge. Déjà d'une, que fait-on de l'essence même d'une auto de sport? Et le bruit restera, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise. Après, je suis peut-être trop fermé sur mes positions, mais le bruit restera toujours un facteur d'émotion très importante. L'accélération en est une. C'est sûr. C'est une des composantes du feeling et de la sensation. Moi, j'ai grandi, je suis un passionné automobile. Pour moi, la passion de l'automobile, elle est multisensorielle. Elle est les accélérations, elle est olfactive, elle est auditive, elle est visuelle, elle est tactile. Olfactif et auditive, déjà, on l'a perdu. Ensuite, une fois qu'on a fait ce constat-là, qui est un constat un peu primaire, un peu bateau, et on pourrait se dire, oui, l'humain évoluera et il fera sans le son et sans l'odeur. Moi, je dis, pourquoi fait-on de l'électrique? On fait de l'électrique pour réduire l'impact CO2. Est-on sûr de réduire l'impact CO2? Et du coup, avec la techno, là, biométhane que tu as évoqué, qui en fait, donc tu restes sur un moteur thermique, mais avec effectivement cette techno, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Je sais qu'il y a des gens d'automobile qui nous écoutent, il y a beaucoup d'ingénieurs qui nous écoutent. Est-ce que tu penses effectivement que tu peux apporter une solution adéquate et qui peut compenser pas mal de problématiques avec cette solution-là? J'en suis sûr et certain. Alors, déjà, avant de dire, ce n'est même pas moi qui le dis. Aujourd'hui, les plus grands organismes d'analyse, d'études le disent. La meilleure technologie pour avoir une mobilité bas carbone, ce sont les biogaz. Les biogaz sont plus performants en termes d'impact CO2 que de l'électrique en provenance produits par de l'éolien, qui est aujourd'hui l'électrique le plus vert que l'on connaisse. Il est plus performant en impact CO2 que de l'hydrogène vert. Pour précision, l'hydrogène vert aujourd'hui, il n'existe quasiment pas. Il y a 70%, je crois même plus, de l'hydrogène aujourd'hui, il est produit à partir d'énergie fossile. Aujourd'hui, on le produit à base de pétrole et à base de gaz naturel. On fracture du pétrole et du gaz naturel pour produire de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, c'est bien, mais quand on a utilisé des énergies fossiles, le bilan carbone, il n'est pas terrible. Le biométhane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est prendre, on va synthétiser, on va faire des choses très simples. On prend des déchets organiques, on les fait pourrir, ça produit du gaz, on le purifie, vous avez de l'essence, du gaz, qui est notre carburant. Je crois que la France, déjà d'une, peut être totalement du coup autonome en carburant, vu la capacité agricole de notre pays et le nombre de déchets que nous produisons. Je pense que les grands pays industrialisés ont une fâcheuse tendance à produire énormément de déchets. Il faut savoir que capter ce gaz qui, quoi qu'il arrive, sera produit lors de la fermentation de ces déchets organiques. Quand on le brûlera à l'intérieur de notre moteur, on divisera son impact CO2 par 9, parce que quoi qu'il arrive, ces déchets organiques pourriront, rejetteront du méthane qui polluera. Le brûler dans un moteur réduit son impact CO2 par 9. Donc, quand on a des solutions simples, des fois, les solutions simples sont celles qu'on regarde en dernier. J'ai l'impression que le biométhane est clairement une solution qu'on sous-estime aujourd'hui, alors qu'elle est extrêmement simple. C'est une filière qui est très dynamique, elle est simple à mettre en place. On est en train de relever des défis au sein de Vision Automobile Paris pour le faire fonctionner dans un moteur thermique, parce que ça demande quand même des adaptations. C'est pas, on ne claque pas du doigt et le moteur tourne au biométhane. Mais pourquoi jeter à la poubelle plus de 100 ans de recherche et développement dans des moteurs? Nous avons une technologie que nous pouvons réutiliser. Et nous serons plus performants que l'électrique, que l'hydrogène, que tout ce que vous pouvez mettre en face, comme je dis, dans le secteur automobile et de la mobilité.
Donc, Ce sont des vrais sujets, c'est très intéressant et c'est des vrais sujets d'avenir. Je pense que d'ailleurs tous les constructeurs se posent ces questions-là, que les débats sont très très nombreux. Il y a un constructeur qui, entre guillemets, l'a un peu compris, c'est Volkswagen. Volkswagen, ça fait 15 ans qu'ils font tourner des véhicules au gaz. Alors le problème, c'est qu'ils font tourner leurs véhicules au gaz naturel, avec un mélange d'essence. Mais ils savent très bien que le gaz, c'est quelque chose de performant. Le groupe Volkswagen, la gamme chez Seat, vous pouvez acheter votre Seat Leon, votre Seat ATK en France, au gaz, qui fonctionne au gaz. Vous pouvez. Mais c'est une histoire de lobby. Il faut que les gens creusent un petit peu plus. Mais d'ailleurs, en ce moment, l'Union européenne est en train de faire un énorme travail sur les bienfaits du biogaz dans la mobilité. Très bien, bah, écoute, on suivra ça. Alors, d'un point de vue donc gestion de la boîte aujourd'hui, chez Vision Automobile Paris, de quoi tu as besoin? Tu recherches à recruter, tu recherches des distributeurs, tu recherches des investisseurs. Qu'est-ce que tu recherches? De quoi tu as besoin aujourd'hui? D'investisseurs. La clé, la réussite de ce genre de projet, c'est vraiment les investisseurs. Nous sommes déjà sous lettre d'intention avec un fonds. Nous avons des discussions avec certaines autres structures étrangères, mais nous avons besoin de concrétiser nos levées de fonds pour pouvoir vraiment passer entre guillemets la seconde. On a déjà une première maquette qui devait être présentée lors divers événements automobiles. Et nous devons aujourd'hui produire notre maquette échelle 1, et pour produire notre maquette échelle 1, notre proto-échelle 1 plutôt, nous avons besoin de capitaux. Nous avons grand besoin de capitaux. Le recrutement, on est déjà, je dirais qu'on est bien staffé. On a les équipes qu'il faut où il faut. Aujourd'hui, on avancera difficilement si les fonds ne viennent pas. Mais j'ai bon espoir. Il y a de très bonnes discussions qui sont en cours encore aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des investisseurs effectivement capables de financer les rêveurs, les doux rêveurs, mais les rêveurs en France, pragmatiques? Alors, en France, oui. Alors, j'allais dire en France, non, mais c'est méchant parce que nos premiers investisseurs avec lesquels nous parlons et les choses avancent correctement sont français. Donc, je vais retirer ce que je dis, mais c'est vrai qu'à l'étranger, on a beaucoup plus de discussions à l'étranger. Il y a des gens qui ont vu ce qu'Elon Musk a fait, on en parlait. Beaucoup de gens ont vu ce qu'a fait Rimac et ont raté ces personnages, ont raté ces histoires, ont raté ces aventures. Aujourd'hui, beaucoup sont réceptifs à ce genre de discours parce qu'ils sont conscients que la mobilité de demain, c'est hyper important et que nous sommes une solution pour la mobilité de demain incontestablement. Ouais, très intéressant. Alors, c'est pour conclure un peu cet échange-là, on arrive sur la fin, mais tu parlais tout à l'heure d'une double carrière professionnelle, ou tu parlais d'artisanat. On est aussi finalement sur ce côté-là dans l'artisanat de luxe. Je sais que les gens de DS notamment se fient beaucoup à ce que les artisans du luxe, de la maroquinerie, du parfum font pour s'inspirer et s'inspirent de ça pour faire des véhicules de luxe ou des véhicules haut de gamme en l'occurrence ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ton parcours et comment est-ce que ces différents profils et expériences que tu as nourrissent aujourd'hui ta vision et ce que tu fais au quotidien au sein de ta boîte? Moi, donc oui, comme je disais au tout départ, je suis artisan, je suis de cette catégorie de ce qu'on appelle les artisans. J'ai un métier qui n'a rien à voir avec le monde de l'automobile. Je suis barbier coiffeur, mais j'ai eu cette chance d'être formé par une meilleure ouvrière de France, qui est la quintessence de ce que l'artisanat français produit dans chaque secteur, vraiment dans chaque secteur de l'artisanat. J'ai longuement travaillé dans différents endroits. Je me suis rendu compte à quel point l'artisanat était souvent oublié dans ce pays.
et ça a été une des réflexions importantes pour ma passion qui est l'automobile, mais aussi ma première carrière, c'était de toujours valoriser ce que les gens font. Donc, quand je dis qu'on travaille avec les meilleurs chez Vision Automobile Paris, notre leitmotiv, c'est de ne pas mentir. Nous travaillons avec les meilleurs. Nous travaillons avec les meilleurs ouvriers, avec des meilleurs ouvriers de France dans différents secteurs. Et nous travaillons avec des gens qui ont un réel savoir-faire. Ce qui est important, c'est valoriser les savoir-faire. Moi, si je ne valorise pas, c'est beau de créer un objet, de dire qu'il est le plus extraordinaire, mais quand on n'est pas capable de justifier du point A à un point B que cet objet est absolument extraordinaire, alors il est moyennement extraordinaire. Ça, c'est important. On ne peut pas... Le travail, la réalisation d'un objet comme celui-là, il ne peut pas être rationnel. Ça doit être incroyable. Et pour ça, il faut prendre les meilleurs. Il faut valoriser ce que ce territoire, ce pays fait. Et Dieu sait que la France, l'artisanat, elle en a à revendre. Je ne peux pas imaginer me dire à un moment, ça n'est pas extraordinaire, ce n'est pas l'excellence qui s'est exprimée dans cette phase du produit. C'est pas possible. Mais c'est comme dans la recherche de la technologie. Si notre technologie n'est pas extraordinaire, le projet n'est pas extraordinaire, rien n'est extraordinaire. Il faut que ce soit extraordinaire. Avec le pragmatisme qu'il faut effectivement pour trouver une équation économique. Mais l'équation économique, elle se trouve à partir du moment où vous réalisez quelque chose qui a une vraie valeur, et à partir du moment où vous vendez cet objet à la valeur qu'il mérite, alors l'équation économique, elle est bonne. Et en plus, quand vous faites progresser le monde, l'équation économique sera là. Et elle est là. Tous les chiffres le montrent. Enfin, pour moi, il y a peu de débat. mais voilà. Après la difficulté, je prends un exemple mais quand on a un véhicule qui est en fin de vie, où il y a eu déjà 2 facelifts, le nouveau va arriver et puis on a des difficultés à vendre, et en fait on n'a pas de difficulté à vendre, on a des difficultés à vendre au bon prix. C'est toujours ça la difficulté quand on a un véhicule en fin de vie, et en tout cas vendre effectivement quelque chose qui a sa juste valeur, c'est la difficulté, c'est effectivement à trouver des clients en quantité suffisante qui sont prêts à payer le bon prix, et c'est toujours effectivement ça. Mais moi je n'ai pas de doute, parce que quand tu évoques la notion de valoriser, en tout cas, et on conclura là-dessus, nous, en tout cas, chez France Autotech, on valorise beaucoup ce que tu fais, on valorise l'entrepreneuriat, on valorise la prise de risque, on valorise le rêve, et je crois que c'est très important d'avoir beaucoup de bienveillance à l'égard d'inventeurs et de développeurs comme toi et tes équipes, parce qu'effectivement, on a besoin de ça, on a besoin de rêver, on a besoin d'avancer, et on verra comment effectivement les choses vont se matérialiser. Peut-être qu'elles se matérialiseront par des choses peut-être auxquelles tu n'avais pas pensé au départ, mais comme beaucoup de boîtes au départ, comme les YouTube, les Netflix n'ont jamais commencé avec le métier qu'ils font actuellement. Ils ont commencé par des choses, ils ont dû pivoter. Et en tout cas, il y avait une énergie, il y avait un rêve au départ. Et en tout cas, nous, on valorise ça. Tu as beaucoup utilisé le mot valoriser. On valorise l'excellence, on valorise l'envie de se dépasser. Donc encore voilà, merci encore à toi et félicitations à toi pour tout ce que tu fais, ainsi qu'à tes équipes. Merci. Et on te suivra pour voir un peu cette évolution, et j'ai hâte de pouvoir un jour essayer ce véhicule qui, je crois, dépasserait les 1000 kilos pour 1250 kilos. Là, on a un rapport poids-puissance qui est absolument extraordinaire. Ouais, exactement. Et merci aussi à France Autotech, parce que ça fait beaucoup de bien de voir, et il faut que les entrepreneurs le voient. Il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui poussent à l'initiative dans ce pays. Et vous en faites partie, c'est super cool de voir ça aussi dans ce pays, qu'il y a des gens qui se bougent. Mais on est entre entrepreneurs chez France Autotech. Ce sont des entrepreneurs qui ont créé France Autotech, et on parle à d'autres entrepreneurs. On leur donne la force, no bullshit, et de l'aide. Voilà, donc voilà ce qu'on essaie d'apporter. Et après, chacun trace sa route. Mais en tout cas, parfois, un petit coup de main peut vraiment permettre d'accélérer beaucoup les choses. Je l'ai vécu personnellement. Tout le monde
été bloqué sur le chèque de banque. J'ai créé effectivement un moyen de paiement qui s'inspirait des notaires pour résoudre ce problème de chèque de banque, qui a bien marché, qui a dû s'arrêter pour X raisons. Mais en tout cas, si on était resté sur un statu quo, on n'aurait jamais fait progresser finalement cette industrie-là. Donc voilà, cette notion de progression, de dépassement des limites, elle est inhérente à chaque entrepreneur, surtout dans la tech. Et on voit quels sont les résultats. Tu parlais d'Elon Musk, tu parlais de Rimac, tu parlais de tout ça. C'est vraiment des initiatives qui sont extrêmement intéressantes. Yes. Super Thomas, écoute, encore merci à toi, bravo à toi et tes équipes, et puis à très vite pour que tu nous donnes de la suite de ce qui tu arrives effectivement à atteindre parmi les objectifs très élevés que tu t'es fixés. Voilà. À bientôt Thomas. À merci bientôt. encore à toi.